C'est en vérité, mesdames et messieurs, c'est le passage obligé chaque lundi lorsque vous êtes sur Matin Bonheur. Gabriel Zani s'y chauffait là en train de préparer ses fiches, tout ça, mais pour la bonne cause, avec sa fameuse phrase « Les Ivoiriens veulent savoir ». Aujourd'hui, ils vont vouloir savoir ce qui se passe. Est-ce qu'on est vers la fin de la trêve sociale? Et l'invité n'est autre que Théodore Zadi-Nyanya, président de la plateforme des organisations professionnelles du secteur public. Tout un programme. Instant vérité, c'est parti. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, ma belle équipe, Alix et Marco. Mesdames et messieurs, merci de suivre Instant Vérité. Vous êtes bien évidemment dans Matin Bonheur. La trêve sociale censée créer les conditions du dialogue entre les centrales syndicales et le gouvernement ne va pas bien. À l'origine de la crispation du front social, les grèves de certains fonctionnaires soldées des fois par des arrestations suivies d'emprisonnement de leaders syndicaux. Des présidents d'organisations professionnelles dénoncent des violations du droit de revendiquer. Ils parlent même de rompre la trêve sociale. Alors pourquoi les grèves des fonctionnaires se multiplient malgré la trêve sociale? Que reprochent-ils exactement à cet accord conclu avec le gouvernement? Que faut-il faire pour éviter la rupture du contrat social signé avec le gouvernement? Dans quelques secondes seulement, mesdames et messieurs, nous poserons ces questions à Théodore Nyanya Zadi, inspecteur principal de l'enseignement secondaire. Il est aussi le président de la plateforme des organisations professionnelles du secteur public PFN. Et c'est d'ailleurs à ce titre qu'il est sur le plateau de Instant Vérité. Bonjour, monsieur. Alors, Théodore Zadi-Nyanya, vous êtes le président de la plateforme des syndicats de fonctionnaires PFN. C'est cela. Alors, qui retrouve-t-on au sein de cette organisation et depuis quand existe-t-elle? Je vous remercie. La plateforme nationale a été créée en 2015 et elle regroupe tous les fonctionnaires parce qu'à la fonction publique, nous avons 6 familles d'emploi et donc toutes ces familles d'emploi sont représentées à travers des fédérations dans la plateforme nationale. Donc la plateforme, c'est l'ensemble des fonctionnaires du Côte d'Ivoire qui y sont représentés. D'accord. Et depuis quand elle existe? Elle existe depuis 2015 avec un récépissé et donc voilà. Alors, donc qu'est-ce qui a prévalu à la formation de cette plateforme? Ce qui a prévalu, c'est que les fonctionnaires ayant compris que les luttes sectorielles ne pouvaient pas leur donner des résultats, que les luttes individuelles étaient des luttes vaines, ont donc décidé de se mettre ensemble à travers une organisation transversale qui leur permet de régler leurs préoccupations, qui sont les préoccupations transversales. Et donc, c'est ce que nous avons compris et je pense que nous avons bien fait parce qu'avec la plateforme nationale, nous avons fait des avancées importantes au plan social avec les acquis que nous avons obtenus en 2017. Alors oui, donc justement en 2017, le 17 août 2017, 2 protocoles d'accord portant sur les revendications syndicales et sur une trêve sociale de 5 ans sont signés avec le gouvernement de Côte d'Ivoire. Alors, vous êtes des syndicats de fonctionnaires signataires de cette trêve sociale. Alors, quel en est le contenu exact? Je voudrais indiquer qu'à l'issue de la grande grève historique des fonctionnaires en 2017, le gouvernement a décidé que nous puissions discuter. Et nous avons accepté de discuter pendant près de 6 mois. Et au bout du compte, il y avait plusieurs préoccupations. 5 points étaient à l'ordre du jour. Le premier point portait sur la retraite. Une réforme avait été prise en 2012 qui avait réduit les pensions de retraite en Côte d'Ivoire et qui avait mis des conditions, je dirais, insurmontables pour bénéficier des acquis sociaux au niveau des veuves et des orphelins. Le deuxième point, c'était sur le stock des arriérés, qui était une vieille revendication depuis 2009. Il y avait également la bonification indiciaire d'un certain nombre de fonctionnaires, 150 points qui le réclamaient. L'intégration des journaliers à la fonction publique et la question des libertés syndicales étaient donc à l'ordre du jour. Au bout du compte, nous avons obtenu tous ces points et en contrepartie, le gouvernement a souhaité qu'on lui laisse le temps de mobiliser les ressources, parce que c'est au final près de plus de 245 milliards qu'il fallait pour apurer, bien sûr, tous ces stocks-là. Donc le gouvernement a souhaité, en contrepartie, sa revendication. Le gouvernement avait une revendication, c'était la trêve sociale. Et donc a mis cela dans la balance, et nous avons signé donc 2 accords. Un accord sur nos revendications et un autre accord sur la trêve. Et dans cet accord sur la trêve, il est bien indiqué que la trêve ne met pas fin aux revendications syndicales, mais bien demande que nous priorisions la négociation avant d'arriver au dialogue.
Voilà. Donc, avant d'arriver peut-être aux revendications, aux manifestations. Voilà. Alors, donc, justement, avant d'arriver, je vais dire, à une rupture, je vais dire, à rompre cette trêve sociale-là, vous annoncez la rupture de la trêve sociale avec le gouvernement. Oui. Alors, pourquoi une telle posture? Oui, notre posture est une réaction, ce n'est pas une action. Nous répondons à une action qui a été faite ces derniers temps et qui est venue violer la liberté syndicale. Et le viol et l'embastiment de la liberté syndicale est un élément contre lequel nous nous battons. Et aucune trêve ne peut nous empêcher de nous battre contre le fait qu'on ait emprisonné un leader syndical. Vous savez que les Ivoiriens ont été vraiment très surpris par vos motivations. Parce qu'ils savent très bien que l'arrestation et l'emprisonnement de certains leaders syndicaux, notamment ceux de la SENEC, comme ils l'ont dit, ce sont ces actions-là qui auraient mis le feu aux poudres, n'est-ce pas? Alors, pourtant, et vous le savez très bien, que les motifs pour lesquels ces enseignants-chercheurs ont été emprisonnés n'ont rien à voir avec leurs revendications syndicales. Ce n'est pas juste. Ces motivations ont quelque chose à voir avec leurs revendications syndicales. Parce que tout est parti, madame, tout est parti d'un problème de gouvernance à l'université. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous savons que depuis l'avènement du procès Abou Karamoko, des problèmes ont été mis sur la table et des accords ont été signés avec, n'est-ce pas, le procès Abou Karamoko sous l'emprise de la gouvernance du ministre d'alors, le ministre Ly Ramata. Et après avoir signé ces accords qui mettaient sur la table, n'est-ce pas, le paiement des heures complémentaires de 2015, 2016 et 2017, après donc la signature qui a demandé que les camarades remettent, n'est-ce pas, sortent de la grève d'un mois, le président de l'université donc n'a pas respecté ces accords. Et a donc pris sur lui, à lui tout seul, de prendre une autre disposition qui remet en cause tous les acquis de cet accord. Le président de l'université était sur ce plateau. Oui. Il a même dit que les revendications de la SENEC, évoquées par la SENEC, sont justes, sont justifiées d'ailleurs. Mais l'arrestation des porte-paroles ou encore du secrétaire général de la SENEC, ces arrestations-là ou bien ces emprisonnements-là ne sont pas liés aux revendications, mais sont liés à des comportements qui sont tout au plus, enfin, reprochables à ces personnes-là. Donc, vis-à-vis du président de l'université qui aurait été molesté, menacé en réunion. Qu'en dites-vous? Il n'en est rien, madame. Vous savez, pour arrêter quelqu'un, nous savons aussi que l'OIT, le BIT, considèrent comme des actes antisyndicaux la criminalisation des syndicalistes pour les enfermer. Oui. Et nous pensons, avec tout ce que nous avons comme élément aussi, que tout cela a été monté de toutes pièces par le président de l'université pour casser un homme, Johnson, et casser un syndicat, la SENEC. C'est ce que nous disons et c'est la vérité. Monsieur Nyanya, tout le reste vous n'allez pas nous dire que le fait que monsieur Johnson, Zamina ou encore bien d'autres sont rentrés par effraction dans le bureau du président de l'université, là, ces faits-là ne sont rien. Vous ne pouvez pas nous dire ça ici? Non, il y a la revendication qui existe, mais il y a aussi la manière, la méthode pour revendiquer. Oui, mais cette méthode ne peut pas nous entraîner, si tant est qu'on peut la décrier, elle ne peut pas nous entraîner à la justice. Ce que je peux dire, c'est que... Mais s'ils ont été menacés de mort, non, il n'en est rien, il n'en est rien, madame. Le président de l'université, qui est lui-même membre de la SENEC, à jour de ses cotisations, et qui était assis chaque jour au siège de la SENEC, quand il a été nommé, il a demandé à la SENEC de l'aider, de l'accompagner dans sa gouvernance. Ce que Johnson a fait, il a même failli être démis pour cet accompagnement au nouveau président. Il a même failli être démis par ses camarades de la SENEC. Et donc, lui-même, il a demandé à la SENEC et à ses camarades de venir, à chaque fois qu'il est possible, de le rencontrer et de venir lui poser leurs préoccupations. Donc vous ne reconnaissez pas le comportement de ces, je vais dire, de ces syndicalistes qui ont été emprisonnés. Je ne les connais. Et je ne crois pas. Vous ne reconnaissez pas ces comportements, ces écarts de comportement. Voilà, ce n'est pas possible. D'accord. Alors, certains Ivoiriens pensent que, évidemment, votre réaction est démesurée. Est-ce que votre réaction n'est pas excessive dans le fond? Mais le mandat de dépôt est aussi excessif, madame. Le mandat de dépôt qui embastille le camarade Johnson est excessif. La question est que votre réaction n'est pas excessive dans le fond? Nous sommes dans une proportionnalité. On a embastillé un camarade. La liberté syndicale est en prison. Je ne suis pas le seul à le dire aujourd'hui. Vous suivez tous les médias, tous les leaders syndicaux en Côte d'Ivoire sont vent debout contre cet emprisonnement
qui vient, n'est-ce pas, faire reculer notre pays au niveau du respect des libertés syndicales. Je voudrais indiquer que notre pays a signé toutes les conventions qu'on appelle les 8 conventions fondamentales en Côte d'Ivoire, et cela donnait à notre pays une image importante au niveau du BIT, au niveau à l'international. Le fait d'enfermer un syndicaliste, quelles que soient les motivations qu'on peut inventer ou indiquer... Non, ces motivations-là, s'il vous plaît, ne sont pas inventées. Oui, mais je veux dire, on peut toujours trouver des motivations pour casser quelqu'un. Donc, quelles que soient les motivations, cela fait reculer notre pays et brise l'image de notre pays. Et c'est ce que nous disons, il faut rapidement revenir en arrière. Sur la base de quoi vous dites que cet emprisonnement-là, c'est pour casser Johnson Zamina? Oui, c'est pour casser Johnson Zamina parce que, je vous le dis tout de suite, quand le président de l'université a été nommé, il a souhaité, je vous le dis, il est militant actif de la SENEC, fondateur de la SENEC. Mais nous l'avons interrogé, il a dit que non, qu'il n'est pas militant. Oui, si, il est ajout de ça. Vous pouvez aller vérifier. Nous l'avons interrogé sur la question. Oui, mais c'est normal, il est aujourd'hui président, donc il peut dire qu'il ne l'est plus. Mais quand il n'était pas président, il était assis au siège chaque jour et il était à jour de ses cotisations. Il est militant actif de la SENEC, il est bénéficiaire. Il est plutôt militant du SINARES, pas de la SENEC. Non, de la SENEC, je vous dis de la SENEC. Il est même bénéficiaire des luttes de la SENEC qui ont permis de quêtes sociales importantes que nous avons dit. Cela dit, donc, vous ne pouvez pas, oui. vous allez continuer cette question-là plus tard. Alors, vous ne pouvez pas annoncer de façon unilatérale la fin de la grève sur la base des faits, comme je l'ai dit, qui sont liés à des comportements qui n'ont strictement rien à voir avec la lutte syndicale. Madame, je vous dis qu'il y a un lien. De façon unilatérale, et c'est parce que Johnson est syndicaliste, madame, s'il vous plaît. Johnson est syndicaliste. C'est parce qu'il a des revendications sur la table et que c'est parce que le président de l'université ne veut pas résoudre les préoccupations. Il est même allé jusqu'à sortir des tiroirs un décret de 1976 pour payer les heures complémentaires, alors que lui-même a bénéficié des nouveaux taux. Il n'a jamais remboursé cet argent. Il allait sortir un décret de 1976 pour l'appliquer à ses collègues. Donc il a créé... Vous avez 20 ans de syndicalisme, n'est-ce pas? Oui. Alors, pourquoi vous n'avez pas privilégié le dialogue avec le gouvernement et de façon unilatérale, vous avez décidé de rompre la trêve sociale? Je vous dis que c'est une action, c'est une réaction. Ce n'est pas l'action. L'action, c'est déjà ceux qui, n'est-ce pas, conscients que nous sommes, parce que quand on est en trêve, ça veut dire quoi? Qu'on est dans un partenariat. On est dans un partenariat. Et quand on est dans un partenariat et qu'on interpelle, parce que je l'ai fait, depuis que j'ai senti que les choses s'envenimaient, une semaine au moins avant, j'ai interpellé toutes les autorités qu'on pouvait interpeller pour dire attention, si on franchit le Rubicon, cela va mettre à mal la paix qui elle-même est déjà branque-ballante par les grèves qu'on voit ça et là, alors que nous travaillions tous à sortir de la crise. Si on va jusqu'à franchir le Rubicon, nous pourrions remettre en cause. Donc mon action est une réaction de ce qui s'est fait. Voilà, mais justement, les grèves de fonctionnaires se multiplient malgré la trêve sociale. On ne comprend pas vraiment ce décalage-là. Est-ce à dire que vous ne tenez pas vos promesses ou que votre signature n'est pas valable? Expliquez-nous. Ce que je voudrais dire, c'est que votre signature n'est pas valable? Ma signature est valable. Il y a 8 signataires, madame. 8 signataires. Donc, et chaque syndicat se trouve dans une fêtière ou dans une centrale, plus ou moins liée à quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que il faut reconnaître que le gouvernement, au niveau de tous les engagements financiers, a payé paye régulièrement les engagements financiers qu'il a pris. Mais à côté de cela, il y avait des mécanismes qui avaient été prévus parce que nous étions conscients que les 5 points que nous venions d'obtenir ne réglaient pas tous les problèmes. Parce qu'il y avait des préoccupations. Dans ce cas-là, vous repartez en négociation avec le gouvernement. J'arrive. Toutes ces préoccupations-là, nous savions qu'au niveau sectoriel des ministères techniques, il y avait des préoccupations qui allaient naître. Et c'est pourquoi dans l'article 5 de l'accord, il est bien indiqué que les problèmes nouveaux qui seront connus doivent être traités dans un comité de suivi qui, lui, a pour mission, d'une part, de faire le suivi de l'accord et d'autre part, n'est-ce pas, de connaître les problèmes nouveaux. Mais plus loin, il avait aussi été arrêté que des comités sectoriels soient mis en place dans les ministères techniques pour que les nouvelles préoccupations soient connues. Mais vous avez une préoccupation, madame. Vous n'avez personne pour vous recevoir. Mais le comité de suivi? Mais le comité de suivi a été mis en place 1 an après. Alors que 2 mois... nous sommes aujourd'hui... Non, en quelle année? Nous sommes en 2019. C'est ce que j'ai dit. Mais déjà... 2017-2018, le comité existe. Oui, mais il ne s'est pas réuni régulièrement. D'ailleurs, ce comité a été mis en place, comme je l'ai dit. Mais 2 mois après la signature, le 17 août, la plateforme écrivait déjà pour dire mettons rapidement en place ce comité. Nous sentions les choses venir. Un an après, on met en place le comité qui ne s'est pas réuni régulièrement. Mais mieux, nous nous sommes retrouvés en décembre avec le Premier ministre lui-même et ensuite avec le ministre de la fonction publique. Et nous avons fait des propositions
pour pouvoir faire face. On va parler des ce qui n'a pas été propositions. fait. Alors, quelles sont alors les implications de la rupture de la trêve sociale? Que va-t-il se passer en définitive? Ce qui va se passer, c'est que pour nous, nous devons nous retrouver à nouveau. Parce que j'ai dit que c'est une réaction. Et que si le camarade Johnson est libéré et avec l'autre, et que toutes les sanctions, je dirais, inopportunes sont levées, nous reprenons. Nous avons d'ailleurs suspendu notre participation aux réunions du comité de suivi. Tantôt, je le disais, réaction démesurée, c'est ce que pensent certains Ivoiriens. Alors, que répondez-vous donc à ceux qui pensent qu'il y a manipulation? Et que tout simplement, pour ces personnes-là, est-ce qu'il est juste de dire qu'il y a eu une récupération politique dans cette tension qui se profile à l'horizon? Bon, pas avec nous. En tout cas, peut-être avec d'autres. Mais en Côte d'Ivoire, chaque fois que les syndicats sont en mouvement, on a toujours indexé un opposant, etc. Mais déjà en 1980, le président Oufoué lui-même avait indexé. Voilà, non, je veux dire, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Mais la réalité, c'est qu'il y a des problèmes. Quand si on résout les problèmes et que les gens continuent... Il y a récupération politique? Je n'en sais rien, madame. Moi, je n'ai pas été approché par un homme politique ni récupéré par qui que ce soit. J'ai toujours posé les problèmes de façon responsable et je signe les accords que je respecte et de façon responsable, j'agis quand, n'est-ce pas, je sens que des choses sont mises en mal. Était définitive? Ma position n'est pas... Peut-on espérer un changement de posture? Non, je l'ai dit. Ma position n'est pas définitive. Elle est une réaction à une action démesurée et disproportionnée, le mandat de dépôt. Si cela est remis en cause, si cela revient en arrière, nous nous retrouverons. Votre trêve aussi, elle est démesurée selon certains Ivoiriens, je viens de le dire. Alors, quelles sont donc les actions que vous comptez mener pour faire entendre la voix des fonctionnaires? Nous agissons sur deux éléments. Nous sommes des syndicalistes, nous agissons sur le terrain syndical. Et là, nous avons demandé à toutes nos bases au niveau régional de faire des motions. C'est-à-dire nous utilisons les voies légales, des motions de protestation qui demandent la libération du camarade. Cela a été fait dans l'ensemble du pays. C'est un message fort que nous adressons au gouvernement. Mais en même temps, nous négocions avec des autorités. Nous sommes en contact avec des autorités pour leur demander de faire un effort, un geste fort, pour nous permettre, nous tous, de sortir par le haut. Donc, on n'est pas que sur le terrain syndical de la fermeture, mais nous travaillons aussi avec ceux qui veulent bien nous écouter pour que nous puissions trouver une solution. Il y a une ouverture. Alors, dans ce sens-là, que proposez-vous pour que la trêve sociale soit renforcée? Parce que vous l'avez si bien dit, elle est un peu elle est branlante. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce que vous proposez? Ce que je propose, c'est qu'il nous faut comprendre qu'il y a eu un avant 2017, janvier 2017, qu'il y a un après. Et que dans cet après-là, on ne peut plus appréhender les préoccupations, les problèmes comme on le faisait par le passé. Il ne faut pas attendre que les crises éclatent pour crier au loup. Il nous faut mettre en place des structures, je vous y arrive, il nous faut mettre en place des structures de prévention, des structures de régulation et des structures de gestion des crises. Et j'ai parlé des comités sectoriels qui vont même aller jusqu'en département. De sorte que dès qu'il y a une préoccupation, les syndicalistes ont une oreille attentive tout de suite. Et je ne parle pas de structures d'enregistrement de préoccupations, je parle de véritables structures de négociation aux normes du BIT qui nous permettent de sortir petit à petit des crises à répétition. Et cela est possible. De trouver, parce que dans certains pays, il n'y a pas de grève. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de syndicalisme. Mais là-bas, les syndicats ont été intégrés dans le processus décisionnel, au point qu'ils participent. Et c'est ce que je préconise. Mais tantôt, vous avez dénoncé l'irrégularité de ces rencontres, de ces réunions. Qu'est-ce que vous proposez pour que cela puisse... Et je pense qu'avec le nouveau conseiller du Premier ministre qui vient d'être nommé, il a cette volonté-là de faire en sorte que ce qui n'a pas marché par ailleurs puisse l'être aujourd'hui. Donc de faire en sorte que les réunions soient régulières et que les comités sectoriels que je viens d'indiquer soient mis en place dans tous les ministères et que les syndicalistes aient une oreille attentive. Madame, imaginez un peu, si chaque année on permettait aux syndicalistes dans une période précise de déposer leurs revendications et qu'à une autre période on les rencontre pour dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà ce qu'on peut faire aujourd'hui, voilà ce qu'on peut faire demain. Et qu'ils sentent que c'est sérieux et qu'il y a une volonté de résoudre les préoccupations. Ils auraient confiance. Et alors, définitivement, le dialogue serait au centre de nos préoccupations. C'est ce qui manque aujourd'hui dans nos pays. Je vous dis, toutes ces grèves qui ont lieu... Une dernière question. Donc, la trêve sociale n'est pas rompue? Elle n'est pas rompue. Elle est mise à mal par une action et une réaction est faite. Toutes les organisations qui étaient dans ce dialogue-là ont suspendu leur participation et nous sommes prêts à revenir si... tout ce qui nous a amené à suspendre, cela est remis en cause. Alors donc la trêve sociale n'est pas rompue, c'est ce qu'on peut retenir. C'est cela. Alors merci Théodore Zadi Nyanya d'être venu à Instant Vérité expliquer votre position. Vous êtes le président de la plateforme des organisations professionnelles du secteur public, PFN. C'est la fin donc
mesdames et messieurs, de Instant Vérité. Merci de l'avoir suivi le reste du programme. Je vous laisse en compagnie d'Alix et Marco.